Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les chroniques des BFN, cet espace où l'on prend le temps de réfléchir, d'écouter et d'analyser. Aujourd'hui, Bruno Fortuna revient sur les 3 sujets brûlants: l'agitation persistante sur les réseaux sociaux au Congo, le silence coupable autour de la santé mentale des Congolais et enfin les récentes déclarations du porte-parole du Parti congolais du travail, Parfait Iluki. Bruni, bonjour. Bonjour Gabriel. Bruni, tu dis que les réseaux sociaux sont devenus un exutoire pour des milliers de Congolais. Est-ce qu'il n'existe plus d'autres canaux de faire entendre sa voix? Merci Gabriel. Il faut savoir que c'est un phénomène révélateur d'un déficit profond d'espace d'expression. Les Congolais ne se sentent plus écoutés par les institutions, ni représentés dans les médias traditionnels. Même au niveau de l'hémicycle, on se rend compte que la plupart des élus qui ont pris l'engagement solennel de représenter leur mandat ne fait pas réellement leur travail. Voilà, certains ont trouvé l'Assemblée nationale comme le Sénat, j'ai envie de dire comme une sorte de dortoir, ou encore j'ai envie de dire, un moyen de s'enrichir également, ou finalement de travailler pour soi. Et donc, je ne parle pas de tous les parlementaires, mais il y a plusieurs parmi eux aujourd'hui qui ont tourné le dos carrément à leur mandat. Et c'est ce qui fait que les populations aujourd'hui se sentent plus ou moins loin de leurs représentants, qui se sentent inaudibles face aux institutions, même quand on regarde certaines décisions institutionnelles et gouvernementales ou gouvernementales, on se rend compte que finalement ces projets, ces décisions sont loin de combler les attentes socio-économiques et même politiques des populations. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, faute, je disais tout à l'heure, d'un espace, on va dire, d'expression, faute aujourd'hui étouffée dans leurs élans de vouloir se faire entendre, alors finalement, les réseaux sociaux deviennent un lieu idéal où les Congolais viennent tout dire, parfois hurler, aussi révéler certains sujets, dénoncer, discuter. On dirait même pour certains, le Facebook devient un défouloir. C'est-à-dire que finalement, on s'étouffe, on n'a rien à faire, on va sur Facebook. Pour d'autres, ça devient véritablement l'espace d'expression. On n'a pas accès aux médias traditionnels. J'ai entendu un jour un jeune activiste qui m'a dit « Vous m'avez empêché de passer sur votre chaîne pour parler de tel ou tel sujet et je préfère, moi, utiliser mes propres canaux, donc les réseaux sociaux, pour m'exprimer. » Et là, malheureusement, souvent, ce n'est pas toujours sain, mais les gens préfèrent donc être sur les réseaux sociaux pour tout dire. Mais il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est quoi? Comme Facebook, j'ai envie de dire, c'est un monde virtuel. C'est un monde virtuel, comme nous sommes dans le monde réel, où vous trouverez tout. Vous avez des gens qui font leur commerce sur les réseaux sociaux. Vous avez, je disais une fois ici, des femmes qui sont dans la prostitution. Vous avez aussi des hommes qui sont dans leur deal. Vous avez des pasteurs, des vrais et des faux. Vous avez des escrocs, des arnaqueurs. Vous avez tout le monde sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont pu trouver leur partenaire de vie sur les réseaux sociaux. Donc c'est un monde comme le nôtre, mais c'est un monde virtuel et finalement dans lequel on peut tout retrouver. Mais ça devient aujourd'hui une préférence par rapport aux médias traditionnels, une préférence par rapport aux institutions, une préférence par rapport
même à une certaine communauté réelle qui existe. Brony, cette colère en ligne est parfois entachée des dérives, insultes, fausses informations, règlements de compte, vous l'avez souligné tout à l'heure. Est-ce que cela ne décrédibilise pas le fond du message citoyen? Oui, c'est ça le vrai problème. Lorsqu'une cause, une bonne cause est portée par des méthodes injustes, ça ne peut que déranger. Donc on est dans ce contexte-là où finalement, je disais, sur les réseaux sociaux, vous trouverez quand même des gens qui viennent vraiment régler des comptes. Vous trouvez des gens qui viennent anarquer. Vous trouverez des gens qui viendront pour des crimes, puisque on parle de la cybercriminalité aujourd'hui, la criminalité numérique ou digitale. Donc c'est malheureusement ça. Dans le contexte du Congo, oui, vous avez aujourd'hui des gens qui sont totalement dans l'invective, les gens qui sont totalement dans les attaques ciblées, non professionnelles, mais plutôt pour régler les comptes. On entre dans la vie privée des gens, on dénonce les familles, alors que finalement, on ne devrait pas agir de cette manière. Malheureusement, il y a des dérapages, je le disais tout à l'heure, il y a des injustices qui se font également dans les prises de position, mais il faut savoir que c'est pour cette raison que réellement, même Facebook en soi, pour ne parler que de Facebook, et même d'autres réseaux, il y a des restrictions. Voilà, vous avez, par exemple, sur les Facebook, vous avez des mots que vous ne pouvez pas utiliser. Alors, dès lors que vous les utilisez, il y a des méthodes de restriction. On vous bloque à un certain niveau, on vous empêche même parfois de publier, on vous empêche parfois de commenter. Vous avez, dans certains pays, comme le Congo d'ailleurs, qui s'est doté d'une loi de lutte contre la cybercriminalité. Ailleurs, les gens comme en Côte d'Ivoire où la loi est beaucoup plus corsée, où tout est réellement défini, c'est quoi un influenceur, c'est quoi un blogueur, tout est défini. Tout c'est dans le but réellement, comme dans nos sociétés, c'est dans le but d'arrêter ces dérapages, c'est dans le but de mettre de l'ordre, même si c'est plus ou moins difficile parce que avec les méthodes aujourd'hui, on a la possibilité de dénicher, sinon de dévoiler, de détecter les faux comptes, les gens qui se cachent parfois derrière les fausses identités. Il y a des possibilités aujourd'hui. Mais c'est dans le but réellement d'arrêter ces dérapages, arrêter ces dérives, arrêter ces crimes, parce qu'à un moment donné, vous le savez que cela fait gravement entorse sur le bon fonctionnement des États. Mais il faut savoir, tout cela, dans tout cela, dans toutes ces invectives, dans tous ces dérapages, dans tout ce qu'on décrit, il faut pas occulter ce qui est positif. Derrière, parfois, tout ce que nous sommes en train de dénoncer, il y a une soif profonde de changement. Il y a une soif profonde d'expression. C'est-à-dire que les populations veulent vraiment à tout prix s'exprimer. Et chacun sur les réseaux sociaux s'exprime avec son tempérament. Et c'est des choses qu'il ne faut pas ignorer. Si nous mettons l'accent simplement sur le côté dérapage, le côté invective, le côté méchanceté, loin d'encourager ces pratiques, mais il serait difficile pour nous de savoir réellement, de comprendre réellement la profondeur des préoccupations de celles et ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Il y a toutes les identités. Il faut savoir sur les réseaux sociaux, il y a des intellectuels. Vous avez certaines autorités qui ne veulent pas s'afficher avec leur vraie identité et qui se cachent derrière des fausses identités et qui commentent, qui sont dans les débats. Vous avez aussi des étudiants, vous avez des élèves, vous avez des entrepreneurs, vous avez, j'ai parlé des pasteurs tout à l'heure, vous avez toutes les identités, tous les profils sur les réseaux sociaux. Donc, on ne peut pas, pour quelques profils qui viennent parfois régler les comptes personnels avec certaines autorités, avec d'autres personnes, occulter les vraies préoccupations qui sont posées par des intellectuels, posées par des hommes politiques, posées par des jeunes qui sont sur les réseaux sociaux. Ils sont nombreux aujourd'hui qui s'expriment en toute liberté parce qu'ils n'ont pas accès. Je prends le cas de Télé Congo. Télé Congo, qui est une chaîne nationale, la vitrine médiatique de la nation, n'a pas jusqu'ici une émission de débat démocratique où toutes j'ai envie de dire, les entités sont représentées, où le débat est démocratique. On le voit au Cameroun, où parfois les gens arrivent au mains, on regarde en face de nous en RDC, où les débats sont tellement houleux au point parfois ça tourne au vinaigre, ça tourne au bagarre. Donc,
On n'a pas cet espace, donc c'est difficile aujourd'hui, alors que la Constitution nous l'autorise, nous le permet, mais c'est difficile aujourd'hui que les jeunes surtout, aient accès sur les médias pour parler librement. Quand on parle librement, ça ne veut pas dire insulter, mais dénoncer quand il faut dénoncer, apporter des solutions quand il le faut, apporter des rectifications quand il le faut, s'exprimer en toute liberté. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le recours, ce sont les réseaux sociaux où l'on se donne donc, parfois à cœur joie, l'on se donne cette liberté de s'exprimer. Dérive, il y a des lois qui existent, mais on ne doit pas occulter les vraies préoccupations, la colère, la déception et même aussi le bonheur de certains sur les réseaux sociaux. Malgré ce bruit numérique, on voit émerger les voies constructives des propositions. Est-ce le signe d'un éveil citoyen en train de se structurer? Oui, c'est un éveil citoyen. Les réseaux sociaux sont venus aujourd'hui apporter cette liberté d'expression. Vous avez des intellectuels aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais qui vous produisent des réflexions, des réflexions sur des solutions qui vous amènent, vous orientent sur des vrais débats. Vous avez aujourd'hui des chroniqueurs dans différents domaines culturels. Je parle par exemple de Diaz aujourd'hui, qui souvent fait de la chronique musicale, la chronique culturelle et qui épingle des vrais sujets. Ça peut être dans la dénonciation, ça peut être dans la critique, ça peut être dans l'analyse. Vous avez aujourd'hui pas mal des hommes politiques qui sont sur les réseaux sociaux, des intellectuels et qui pendent, pardonnez-moi l'expression qui paraît péjorative, mais qui aujourd'hui produisent des vraies réflexions, des vrais articles. Donc on ne peut pas, je le disais, occulter cela. C'est vraiment, on va en dire, l'éveil des consciences. C'est vraiment des choses qu'il faut prendre en compte parce que le silence des autorités, l'indifférence même des autorités, ce déficit communicationnel qui existe entre le sommet et la base, ne peut trouver de solution que si, à un moment donné, les autorités qui sont là tendent l'oreille, prennent le temps de suivre ce qui se passe sur les réseaux sociaux, de prendre en compte ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ailleurs, vous verrez que les débats sont lancés sur les réseaux sociaux. Même un chef d'État à l'étranger, il peut communiquer à travers un tweet. Quand vous avez suivi Fayoulou qui a fait tout un discours pour appeler à une rencontre avec le président Félix Tshisekedi, mais la réponse n'était pas sur un média classique. La réponse du président du Félix Tshisekedi est partie, on va vous dire, d'un média social. Vous avez suivi, pour ne pas parler de lui, Joseph Kabila, lui, il s'est exprimé directement sur les réseaux sociaux. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, oui. Sur les réseaux sociaux, il y a véritablement une prise de conscience des intellectuels qui pensent finalement qu'on ne peut pas laisser le terrain aux badauds, on ne peut pas laisser le terrain aux mercenaires. Il faut aux intellectuels de s'approprier ces instruments de communication et de parler. Puisque eux aussi, ils n'ont pas toujours accès, en dehors des ouvrages qu'ils écrivent pour certains, en dehors, par exemple, des cafés pour d'autres, ils n'ont pas d'autres espaces pour s'exprimer. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on constate de plus en plus les intellectuels monter au créneau sur les réseaux sociaux, monter au créneau pour interpeller, pour analyser et même faire des propositions. Selon toi, Bruni, est-ce que les autorités prêtent-elles réellement attention à ce qui se dit sur ces plateformes ou continuent-elles de regarder tout cela avec mépris? Vous savez, il y a un souci aujourd'hui, le regard... aujourd'hui, malheureusement, dans le cas du Congo, on constate, même dans les discours, même dans leurs discussions, nous comprenons que les autorités portent encore jusqu'aujourd'hui un regard assez néfaste, assez lugubre, assez négatif vis-à-vis des internautes, pour ne pas dire des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui explique cela? C'est la méfiance qu'elles expriment vis-à-vis des internautes. Et c'est leur réaction. On a vu plus d'une fois quelques membres du gouvernement. On a même vu le Premier ministre lui-même et d'ailleurs le président de la République qui ont appelé à gagner la bataille des réseaux sociaux. On a vu le Premier ministre s'attaquer violemment aux médias sociaux, s'attaquer à certains internautes. Et jusqu'ici, vous constatez qu'il ne voit que ce côté
négatif, ce côté péjoratif, ce côté sombre des réseaux sociaux. Donc, malheureusement, elles ne comprennent pas, malheureusement, jusqu'ici, que sur les réseaux sociaux, pour ce qui concerne le Congo, qu'il soit à un niveau local ou au niveau international, ce sont des Congolais qui ont soif de s'exprimer. Ce sont des Congolais aujourd'hui qui ont, pour certains, qui ont cessé de croire, qui ont perdu espoir. C'est aussi des Congolais qui ont besoin d'un changement, qui ont de paradigme, qui ont aussi besoin d'avoir accès, qui ont besoin d'être entendus. Mais le regard, l'attitude des autorités, c'est que tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, en réalité, c'est contre nature, c'est contre le pouvoir. Alors que on devrait mettre en place, le gouvernement devrait mettre en place une cellule de veille pour filtrer à la fois ce qui se dit sur les réseaux sociaux afin, après avoir tamisé, avoir ce qui est essentiel pour leur laboratoire, ce qui est essentiel pour bâtir le pays. C'est ce qui ne se fait pas. C'est ce qui ne se fait pas. On dit, ben, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, nous avons déjà entendu ça, mais vous, les réseaux sociaux là, les médias sociaux là, c'est les médias scandales, ceux qui sont sur les réseaux sociaux sont dans les invectives. Donc, on comprend qu'ils prennent pas le temps aujourd'hui de suivre de très près ce qui se fait. Et vous constaterez aussi la plupart des pages, des plateformes, des réseaux sociaux de ces ministères ou du gouvernement ne sont pas vraiment alimentés comme tels. Pas vraiment la communication professionnelle pour la plupart du temps. Il y a manque d'informations. Pas de visibilité non plus. Voilà, on communique de moins en moins. Combien de ministres aujourd'hui communiquent sur X? Combien de ministres aujourd'hui ont réellement des pages Facebook alimentées, actualisées au quotidien? Combien aujourd'hui ont véritablement, sont sur TikTok, sont sur d'autres, Instagram par exemple, pour échanger avec les populations? J'aurais appris qu'un ministre aurait changé tous ces deux numéros. Pourquoi? Parce qu'il il aurait constaté que depuis quelque temps, les internautes l'appelaient, donc le contactaient tout le temps, et pour lui, il fallait donc couper ce lien. Or, étant au service de la population, étant au service du peuple, ces ministres devaient être ouverts. Ça veut dire qu'utiliser les réseaux sociaux. Mais on constate qu'ils se rétractent, qu'ils sont hostiles, réfractaires aux réseaux sociaux. Vous ne verrez pas sur les vraies pages, sur les Facebook, leur vraie identité. Ils sont pas nombreux. L'un des rares qui utilisent permanemment, sinon, voilà, ceux qui utilisent permanemment leurs réseaux sociaux, vous avez le ministre Juste Ibombo, lui réellement, qui a réussi quand même à faire parfois des débats avec les internautes, qui réussit à répondre. Vous avez le ministre de la Communication qui communique permanemment sur ces réseaux sociaux, qui finalement reste plus ou moins démocratique comme son collègue Juste Ibombo. Vous avez aussi le ministre Maguissa qui communique, échange avec les jeunes et même toute catégorie de gens sur les réseaux. Mais ils sont pas nombreux. Le Premier ministre aussi, lui, il a sa page qu'il alimente tout le temps, mais ils ne sont pas nombreux sur les 37 qui considèrent aujourd'hui que le monde évolue et que pour atteindre le maximum des gens, pour s'adresser à la population, il faut utiliser aujourd'hui les réseaux sociaux. Ce n'est pas une arme que destructive, mais c'est aussi un moyen de construction, un pilier aujourd'hui, toute une communauté qu'il faut suivre de très près et qu'il faut même soutenir d'une manière ou d'une autre pour éviter que l'on continue à croire que tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux sont ceux qui viennent pour détruire. Simplement parce qu'on n'arrive pas à canaliser jusqu'aujourd'hui, simplement parce qu'on n'arrive pas à écouter ceux qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup qui parlent, il y a beaucoup qui proposent. Il y a beaucoup qui font des critiques constructives, mais malheureusement, qui ne sont pas écoutés. La plupart des gens
que les ministres reçoivent dans leur cabinet, avec lesquels ils font parfois des selfies, sont ceux que nous appelons aujourd'hui des mercenaires sur les réseaux sociaux, des insulteurs publics, et qui en réalité n'apportent pas les débats de fond, lesquels en réalité n'apportent pas le débat de fond, ne font pas de critiques comme il faut, ne font pas des analyses de fond. Quand les sujets sont beaucoup plus techniques, beaucoup plus élevés, quand les sujets sont scientifiques, quand ça concerne le gouvernement, vous ne verrez pas ces atalakos venir débattre parce que ils sont limités à un certain niveau. Voilà pourquoi on devrait mettre en place une cellule de veille. Ça peut être au niveau de la prison. Je pense qu'il y a tout un département qui s'en occupe aujourd'hui pour veiller sur l'image du président. Mais il y a aussi, au niveau de la primature, on peut mettre une cellule de veille pour filtrer au fur et à mesure ce qui se dit, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que plusieurs personnes peuvent accompagner le gouvernement, peuvent aider le gouvernement à mieux faire. Sinon, si on continue de considérer les réseaux sociaux comme seulement un espace de blanchiment d'informations, un espace lugubre ou encore sombre, il serait difficile que l'on continue à entendre. Je parlais des ministres, vous avez aussi des députés qui sont nombreux. Il me dit souvent, écoute, moi je suis pas sur Facebook, mais vous avez une population que vous représentez à l'Assemblée. Comment ne pas être en contact avec eux sur les réseaux sociaux? Ils sont nombreux qui disent, moi je n'aime pas TikTok, moi je n'aime pas Instagram. Mais nous sommes au 21e siècle. Vous êtes député, alors c'est l'interface qui vous permet d'échanger parfois avec votre communauté. Mais si vous ne pouvez pas être là, on comprend mieux que nous avons encore un grand retard qu'il faut rattraper en termes technologiques et numériques. Brony, est-ce que ces intellectuels qui utilisent ces réseaux sociaux sont prêts aujourd'hui à travailler avec le gouvernement si on leur donnait l'occasion? Écoutez, vous savez, quand même l'opposition critique, ce n'est pas dans le but de détruire, c'est dans le but d'apporter la contribution. C'est dans le but d'enrichir. Parce qu'on sait que le gouvernement, constitué des humains, ne peut pas tout faire parfaitement. Là où le gouvernement se limite, commence, j'ai envie de dire, parfois l'opposition ou la population. Là où la population est limitée, on peut peut-être dire le gouvernement commence. Donc, il y a des gens qui tendent même la main au gouvernement, à certaines autorités. Vous avez des intellectuels à l'extérieur du pays et qui, je vois, vous avez le jeune Tanguy Zongani. C'est vrai, on pense qu'il est très critique vis-à-vis de la cellule de communication de la primature, mais quand vous le lisez, dans ces critiques, il vous démontre comment peut-on partir d'une communication institutionnelle pour une communication de proximité, ou comment peut-on améliorer aujourd'hui la communication institutionnelle. Parce qu'on sait que le vrai problème du gouvernement, c'est que il n'y a pas véritablement une bonne communication. Et même au niveau du président de la République, ce monsieur dont on a parlé, dont on a toujours considéré comme l'homme de masse, l'homme de la proximité avec sa population, aujourd'hui, l'image qu'on a de lui, ce n'est pas cette image. Simplement, pourquoi? Parce que la communication ne l'amène pas à ce niveau. La communication ne le présente pas, ne le représente pas comme il le faut. Et quand la communication n'est pas bien faite à ce niveau, chacun peut mettre les clichés, chacun peut mettre les cachets, les griffes sur n'importe qui. Mais quand la communication est bien faite, quand on sait que dans la communication, les autorités sont représentées ou présentées comme les hommes de proximité, que le président de la République est présenté comme l'homme qui est toujours proche de sa population, qui est suivi par des jeunes, qui peut même à un moment donné sur sa page Facebook échanger avec les jeunes, échanger avec la population. Si l'on ne fait pas ça, si l'on continue à craindre les insultes ou les injures, si l'on ne fait pas tout pour arrêter cela, il est difficile. Nous l'avons compris pourquoi. La plupart, les rares de fois que le Premier ministre a rassemblé les jeunes, surtout les jeunes internautes, dont à sa résidence pour partager, pour discuter sur des sujets d'actualité, nous constatons que celles et ceux à un moment qui étaient parfois virulents changent de posture. Pas pour avoir rencontré le Premier ministre, non, simplement pour avoir compris réellement ce qui n'était pas peut-être à leur portée.
C'est comme ça. Donc il faut démystifier, il faut briser ces barrières pour que finalement qu'il y ait une vraie cohésion, parce que si les gens ne s'entendent pas sur le plan de la communication, si les gens ne comprennent pas ce qui se fait, si les gens ne sont pas proches les populations ne sont pas proches de leurs mandants ou de leurs autorités, ce serait difficile que l'on se comprenne, ce serait même difficile que l'on comprenne réellement ce que se fait au niveau supérieur, au niveau étatique. Pourquoi? Parce que il y a des réformes qui se font aujourd'hui et qui peuvent avoir de l'impact demain, donc dans 10 ans, 20 ans. Mais si l'on ne comprend pas, il serait difficile d'accompagner le gouvernement, ce serait difficile aujourd'hui de suivre ce qui se fait. L'on interprétera à sa manière et l'on se donnera à cœur joie à critiquer comme il le veut. Or, si l'information est disponible, mieux traitée, bien faite, bien présentée, ça peut soutenir tout le monde. Donc, je crois, il y a beaucoup de gens qui tendent aujourd'hui les mains au gouvernement. Il y a des intellectuels qui font des bonnes propositions pour le gouvernement, et quitte aux autorités, aux ministres, de s'ouvrir, de discuter avec ces derniers. Prenez outre le sujet sur les réseaux sociaux, tu parles de la santé mentale, un sujet peu traité au Congo. Pourquoi cette souffrance collective reste-t-elle ignorée par les pouvoirs publics? Oui, après, il faut savoir que la santé mentale aujourd'hui chez nous est considérée comme quelque chose de philosophique, quelque chose d'abstrait, de mystique. On n'en parle pas vraiment, alors que dans un pays où la santé mentale, la santé mentale n'est pas bien suivie, il serait difficile d'avoir des citoyens honnêtes, d'avoir des citoyens droits. Voilà, parce que c'est lié aussi à cette culture de, j'ai envie de dire, la santé, une bonne santé mentale fait des bons citoyens. Mais quand il y a un défaut, ça veut dire on va se retrouver aussi avec des citoyens qui sont qui sont parfois dans les dérives. Au Congo, malheureusement, on n'en parle pas assez. Voilà. Sinon, ce n'est pas vraiment une préoccupation. Parce que, pourquoi ça paraît une préoccupation à notre niveau? Parce que nous avons constaté que le Congo a connu des situations, mais très graves, mais très très graves. Vous avez des enfants qui ont vu leurs parents mourir, parfois violés. Il y a des parents qui ont vu des choses horribles dont on ne veut pas rappeler ici. Dans les différents conflits armés que nous avons connus dans ce pays, nous avons connu la catastrophe du 4 mars 2012, qui était très très horrible. Il y a des gens qui ont vu leurs parents mourir, qui ont vu des images terrifiantes, bouleversantes, mais qui ont eux-mêmes subi aussi des gens qui ont perdu des parents. Des familles entières. Mais c'est des gens profondément et totalement effondrés mentalement. Et donc, si l'on y prend garde, si l'on ne met pas en place les dispositifs qu'il faut, on se retrouve dans une société où les gens n'ont pas une bonne santé mentale, et cela impacte automatiquement ou véritablement, profondément, sur le fonctionnement de la République et même sur la gestion des familles. Il n'y a pas que ces catastrophes, il y a aussi des situations qui se passent dans nos familles, des femmes et des hommes qui sont battus, des violences familiales, des crimes dans les familles. On devait donc, ça devait attirer l'attention de tous, ça devait être même l'une des priorités, parce que même quand on parle de la restauration de l'autorité de l'État, si vous avez des citoyens instables, personne ne comprendra qu'il faut respecter la loi. Personne ne comprendra l'importance même de la restauration de l'autorité de l'État. Mais malheureusement, au Congo, nous le constatons, puisqu'il n'y a pas véritablement des dispositifs qui ont été mis en place, il n'y a pas une politique. Quand on regarde même dans les différents projets de société, la place même de la santé mentale est presque, on va dire, quasi absente. Cette politique, or, c'est une préoccupation majeure, mais vraiment majeure.
Tu fais un lien entre les traumatismes non soignés et les dérives sociales actuelles, violence, banditisme, agression. Est-ce qu'on peut dire le déséquilibre psychologique alimente la crise sociale? Le professeur Giovanni Ciocchini a écrit dans son livre, bon, je regrette pourquoi à un moment donné il n'a pas voulu en faire la promotion, parce que nous sommes rapprochés de lui plus d'une fois malheureusement, mais c'est un bon ouvrage qui parle un peu des populations du Poul et d'ailleurs au Congo qui ont subi des traumatismes. Vous savez, un enfant peut devenir criminel pour avoir vécu une scène criminelle. Un enfant peut devenir un véritable bandit pour avoir été traumatisé, n'ayant pas un bon suivi, n'ayant pas été encadré. Il peut se lancer dans la rue et devenir un véritable bandit. Il y a un enfant qui vit les violences conjugales de ses parents. Un enfant maltraité, qui n'a pas de suivi psychologique, peut sortir dans la rue, devenir un véritable bandit. Je dis pas que tous ceux qui sont bébés noirs et autres ont subi ce traumatisme, mais oui, je pense qu'en majorité, oui, parce que ces enfants, pour la plupart, aujourd'hui, sont nés 2000, 2010, 2012, tous ceux qui sont nés pendant cette période. Ceux qui sont encore beaucoup plus âgés, qui sont nés en 97, qui étaient même parfois encore dans le ventre de leur maman et pendant qu'il y avait la guerre, ils subissaient ça. Ces enfants peuvent naître avec, j'ai envie de dire, des malformations mentales ou psychologiques. Vous avez des femmes, des jeunes à cette époque-là, qui étaient encore très jeunes, qui pouvaient avoir 5 ans, 10 ans à cette époque-là, mais qui ont vécu des traumatismes non traités jusqu'aujourd'hui. Donc cela peut conduire à une instabilité psychologique et mentale et finalement produire ce que vous êtes en train de dire, amener à ces actes de banditisme. C'est pour cela que quand on constate ailleurs, là où les choses sont prises au sérieux, quand on constate finalement qu'il y a des dérapages dans le comportement, il y a des actes un peu bizarres chez l'enfant, vite on a recours aux psychologues, on a recours aux spécialistes pour comprendre et mieux orienter. Mais ce que nous n'avons pas fait depuis plusieurs années. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent dans la peur, parfois même la peur de la présence policière. Enfin, il voit le policier passer là, mais pas parce que le policier veut lui faire du mal, mais simplement il se souvient, il garde dans lui ces actes qu'il a vécu pendant un moment. Vous avez des gens qui ne peuvent pas supporter de voir l'arme. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent dans le traumatisme et qui sont devenus alcooliques pour fuir ce monde réel. Mais c'est des situations assez compliquées. Et des gens comme ça, pour la plupart, c'est des gens qui ont perdu espoir, qui manquent d'amour. C'est des gens qui manquent de compassion et qui sont capables de tout faire. Détourner s'ils veulent l'argent public, ne pas trop s'intéresser au travail, ne plus avoir de sentiments patriotiques, simplement parce qu'on pense qu'on n'a plus rien à faire, parce qu'on a été détruit. Et quelqu'un le disait, est-ce que tous les faits ne sont pas malades? Parce que pour ceux qui ont vécu ça, personne n'a réellement été suivi psychologiquement. D'ailleurs, même quand vous avez perdu un être cher, on met un psychologue parce qu'on sait que c'est pas facile. Même quand tu m'as fait fausse couche, on à ses côtés un psychologue. Ou encore, vous avez des suivis spirituels, comme on est dans un pays laïque où finalement les églises sont autorisées. Il y a aussi des suivis spirituels où des pasteurs qui savent le faire peuvent suivre les gens. Malheureusement, au Congo, il n'y a pas ces dispositifs. Et vous constatez que nous avons dans ce pays des fous qui traînent partout et parfois qui peuvent être rattrapés. Simplement, il y a eu un dérèglement, il y a eu peur de quoi que ce soit. Nous avons connu une collègue qui en a vécu. Donc voilà, Gabriel, le problème c'est que le banditisme, c'est-à-dire que la mauvaise santé mentale, le traumatisme peuvent expliquer la montée en puissance du banditisme dans le pays.
Parlons du dernier point de notre chronique de ce jour sur le point de presse du porte-parole du PCT, Parfait Iloki. Il appelle les journalistes à plus de responsabilité dans le traitement des sujets. Comment reçois-tu cette remarque? Est-ce une invitation à l'éthique ou une mise en garde déguisée? Bon, il faut savoir que Parfait Iloki, il est d'abord et avant tout un journaliste avant de devenir un homme politique, avant d'occuper des hautes fonctions au niveau de la fonction publique. Donc c'est un moment, je crois qu'il y a un peu ce sentiment professionnel qui l'anime encore, et il est libre aussi de faire la lecture de la pratique de la profession dans ce pays, et donc à un moment donné de s'adresser peut-être à celles et ceux qui croient être de la nouvelle génération et qui devraient en réalité mieux pratiquer ce métier. Donc ça peut être une invite à la professionnalisation ou à la bonne pratique du métier, mais je pense que il faut éviter à son niveau surtout de pousser des journalistes de partir des chiens de garde de la démocratie aux chiens de salon. Parce que, en tant qu'homme politique, les propos qu'il a tenus devant les journalistes veut simplement dire que le PCTE veut mettre sous sa botte, sous son influence, des journalistes congolais, parce qu'un parti politique en soi ne peut pas s'autoriser d'orienter les journalistes dans le traitement d'informations. C'est tellement dépassé au XXIe siècle, dans un pays démocratique, on ne peut pas le faire, parce que dans le contexte dans lequel il soulève le sujet, c'est qu'il reproche aux journalistes d'avoir couvert la conférence de presse des opposants que lui qualifie, que le PCT qualifie d'opposants de réseaux sociaux, d'opposants fictifs ou d'opposants, d'opposants fictifs. Mais écoutez, les journalistes, ils sont libres. Ils savent ce qu'ils doivent faire, collecter, traiter et diffuser. Ce n'est pas un homme politique, ce n'est pas un parti politique comme le PCT de dire aux journalistes qui est opposant, qui ne l'est pas, qui est l'homme politique, qui ne l'est pas. Je pense que c'est un peu... Vous savez que le PCT se donne trop de zèle dans un moment donné. Et je pense que là, il a quand même péché, le porte-parole du PCT a vraiment péché d'orienter, sinon de conseiller publiquement aux journalistes, de les déconseiller de couvrir les activités des opposants, ce que eux considèrent être les opposants fictifs. C'est très maladroit de l'avoir fait. Vous avez souligné les mots utilisés par le porte-parole du Parti congolais du travail, Parfait Iloki, d'où il parle des opposants des réseaux sociaux, des opposants fictifs. Est-ce une stratégie pour délégitimer toute voix critique en dehors des cadres traditionnels? Bon, il faut savoir que le PCT, par son porte-parole, se compare ou encore veut en réalité se montrer être un grand parti. Et ça, il faut le reconnaître, parce que par rapport à d'autres partis qui existent dans ce pays, le PCT est un parti mieux structuré que tous les autres partis. Le PCT est un parti qui fonctionne normalement, qui tient régulièrement ses rencontres, c'est l'un des rares partis d'ailleurs au pays, et qui maintient un contact permanent avec la base et qui se renouvelle et qui renouvelle ses institutions, contrairement à d'autres partis comme l'UPADES ou autres qui, depuis des années, même le parti de Clément Mirassa, qui depuis des années n'ont pas un véritable contact avec la base, qui n'ont pas pu s'actualiser ou avoir des congrès, sinon des élections en son sein, des assemblées générales. Donc, de ce côté, il faut le reconnaître du PCT. C'est un grand parti dans son fonctionnement, un grand parti dans sa structuration, un grand parti aussi, parce qu'on sait que depuis des années, ce parti réussit par tous les moyens à conserver le pouvoir. Mais il faut savoir que le PCT est très très mal placé de se donner à un tel spectacle. Le PCT est très mal placé d'être un donneur de leçons. Pourquoi? Le parti, vous savez, la maison peut être très belle, bien bâtie, mais si à l'intérieur ceux qui y vivent n'ont pas de quoi manger, ce n'est qu'un simple décor. C'est comme le PCT, 40 ans au pouvoir,
Le calendrier annuel du PCT est presque connu. Différentes réunions, comité central, bureau politique, voilà, secrétariat permanent. Vous avez un secrétariat permanent qui aujourd'hui presque un gouvernement bis où les gens ont des gros salaires, et alors que le PCT jusqu'ici n'a pas une grande entreprise qui produit de l'argent pour se faire des salaires ou faire des salaires de ses membres. Vous avez aussi la FNC qui est la branche juvénile et qui aujourd'hui s'octroie des gros salaires à ceux qui constituent le bureau. Et quand on regarde déjà à ce niveau, le PCT n'est pas un bon exemple. Le PCT n'est pas un bon exemple. Ce parti, vous savez, au dernier congrès, avait du mal à collecter les fonds, avait du mal à lever les fonds pour tenir son congrès. Donc même les cotisations de ses membres n'étaient pas suffisantes pour permettre au parti de tenir son congrès. Ils ont quelques activités à gauche et à droite sur lesquelles ils pensaient que ça pouvait générer de l'argent. Finalement, non. Et la question qu'on se pose, où le PCT trouve-t-il l'argent pour financer ses activités politiques? C'est une question que je me pose moi. Et donc à ce niveau, le PCT est très loin aujourd'hui d'être donneur de leçons. Et quand on regarde, à plus de 4 ans au pouvoir, je disais tout à l'heure, le PCT fait tout, par tous les moyens pour conserver le pouvoir. Oui, c'est le combat d'un parti politique. On n'arrive pas au pouvoir pour le perdre, et même s'il y a l'alternance, mais on peut pas, ailleurs, perdre le pouvoir quand on est arrivé. Ils vont tout, en réalité, par les moyens démocratiques pour garder le pouvoir. Mais on a plus de 40 ans au pouvoir. Quand on regarde, avant de parler du bilan ou de la pratique de la politique, vous vous rendrez compte que le PCT a généré des antivaleurs dans ce pays. La plupart des gens qui sont interpellés, qui ont été même jugés et incarcérés dans le secteur, dans certaines administrations, sont membres du Parti congolais du travail. Celles et ceux, à certains niveaux de responsabilité, qui ont été accusés de détournement, et même si au niveau du gouvernement et du Parlement, ces gens n'ont pas été sanctionnés, le PCT n'a donné aucun exemple de rigueur pour déguerpir celles et ceux qui ont, avec tout ce qu'on a suivi dans ce pays, détourné de fonds ou soupçonné d'être dans la corruption. Vous avez aujourd'hui, dans le parti, à occasionner, à instaurer la politique de la facilité, où un militant peut partir, qui vient d'intégrer le parti, peut partir donc de la base, sans avoir monté certaines échelles ou certains échelons, propulsé à un certain niveau de responsabilité. Je me souviens d'une autorité qui est encore là, qui faisait des reproches à ces jeunes du PCT, qu'il faut être ce qu'ils appellent dans leur jargon un sac à dos, celui qui a su gravir les échelons pour arriver à un certain niveau. C'est ce que les Denis Sassou Nguesso ont fait avant eux. C'est ce que les Pierre Moussa ont fait également. Voilà. Aujourd'hui, il y a plus ces jeunes qui arrivent et qui comprennent le parti, qui comprennent même l'idéologie du parti. Combien de jeunes au PCT discutent réellement de l'idéologie du parti? La facilité, c'est quoi? C'est que souvent ceux qui sont positionnés le sont parce que leur patronyme, le sont parce qu'ils appartiennent à telle famille. C'est le PCT. Le PCT voit aujourd'hui le pays mourir. Ceux qui sont... Il dit souvent, mais ce n'est pas le PCT qui est au trésor. Combien de gens sont dans les sphères de décision? Le gouvernement est rempli des membres du Parti congolais du travail. Ce sont les ministres qui sont appelés à mettre en pratique la politique du président de la République. Ce sont ces ministres-là qui nomment aussi. Et c'est souvent aussi, parfois, sous l'influence du parti. On ne peut pas se dédouaner pour dire, finalement, le PCT n'est pas dans les sphères de décision quand on sait que la majorité au Parlement est dominée par le PCT. C'est le PCT qui vote les lois. C'est le PCT qui a même le pouvoir, quand je parle du PCT au Parlement, de sanctionner. Quand on regarde tout cela, le PCT ne peut pas être donneur de leçons. Et même cette opposition qui devient la risée face au PCT, qualifiée de tout, mais si elle est devenue ce qu'elle est devenue parce que le PCT a voulu à un moment donné piétiner la démocratie dans ce pays. Vouloir tout avoir, au point aujourd'hui d'avoir leurs propres opposants.
Donc, quand on regarde tout ça là, le PCT ne peut pas être fier de donner les leçons et même à un moment de minimiser cette opposition qu'ils ont voulu eux-mêmes, qu'il a voulu lui-même écraser pour exister, pour dominer, pour tout contrôler. Est-ce que vous comprenez? Celles et ceux qui ont pignon sur rue, qui ont le pouvoir politique, qui ne sont pas au PCT, ont été contraints à intégrer ce parti au risque de tout perdre. Vous arrivez au gouvernement, vous n'êtes pas ministre, bizarrement, même ceux qui nous disaient souvent, moi je peux pas me lancer en politique, mais intègrent la politique. La peur de tout perdre? On reprocherait à cette opposition d'être l'opposition fictive, une position des réseaux sociaux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La politique ailleurs se fait aussi en grande partie sur les réseaux sociaux. Une dernière question, Brony, pour nous séparer. Est-ce que cette sortie médiatique des quelques membres d'opposition aurait fait peur au Parti congolais du travail? Non, je ne pense pas que dans sa posture dominante actuelle, que le PCT ait peur d'un opposant quelconque. Tout ce que le PCT peut craindre, c'est l'effet contagion, j'ai envie de dire, de la mobilisation de cette opposition. Vouloir donc... le PCT craint certainement que cette opposition réussisse à mobiliser la population, réussisse vraiment à faire adhérer la population à leur démarche et éviter peut-être un peu des soulèvements populaires, éviter des manifestations de l'opposition. C'est peut-être tout ce que le PCT peut craindre, parce que vous savez que ce parti qui demeure un grand parti, surtout en termes des membres qu'il a aujourd'hui, n'est plus depuis quelque temps porté par la population congolaise en grande partie. Donc, la peur, c'est aussi de voir un leader politique qui soit de l'opposition être capable de mobiliser une forte partie de la population. Mais ils peuvent dormir tranquillement parce que la plupart des gens qui sont à l'opposition ont été hier alimentés par le Parti congolais du travail, étaient aussi dans le Parti congolais du travail, le RDD qui est aujourd'hui incarné par Yombi Fils a toujours été un allié du PCT pendant longtemps. Donc finalement, le PCT connaît plus ou moins comment fonctionnent ses opposants et qui ne peut pas leur faire peur aujourd'hui. Mais la crainte, c'est surtout la crainte du PCT, c'est l'inconnu. L'inconnu jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que pense la population. Merci Brony pour ton analyse. Je vous en prie, Gabriel. Les chroniques des BFN, c'est l'actualité autrement, avec du recul, de la profondeur et surtout avec vous, chers internautes. On se dit à très bientôt pour une nouvelle édition.